Hello et bienvenue sur Allo Pets. Dans ce podcast, je te propose de rencontrer ensemble des professionnels du secteur animalier pour aider tous les pet parents et pet lovers à mieux comprendre les besoins des animaux. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas qu'en t'abonnant, tu permets au podcast d'être plus visible et donc d'avoir des intervenants de qualité. Alors si le format te plaît, n'hésite pas à le partager, le commenter et à t'abonner. Je te remercie et je te souhaite une bonne écoute. Quand on vient d'adopter un animal, on se retrouve un peu seul dans cette nouvelle aventure. 1000 questions nous traversent l'esprit et ces premiers moments peuvent être très compliqués. Et personne n'est vraiment là pour nous accompagner. Enfin, c'est ce qu'on peut croire. Chaque année en France, 300 000 animaux sont abandonnés, soit 720 abandons par jour. Une toutes les 2 minutes. Ces chiffres montrent combien l'adoption elle est importante, mais aussi à quel point elle demande de la préparation. On est nombreux à rêver de partager notre vie avec un animal. Parfois, on a un petit coup de cœur pour une race, parfois on est plutôt chien, plutôt chat, plutôt lapin ou autre. Mais est-ce que cet animal, il est vraiment fait pour notre mode de vie? Et est-ce qu'on saura répondre à tous ses besoins? Et ça, jusqu'à la fin de sa vie. Adopter un animal, que ce soit en refuge, via une association, auprès d'un particulier ou d'un élevage, ça doit être un choix réfléchi. L'adoption en refuge, c'est aussi accepter de ne pas tout savoir sur le passé de l'animal. Alors, comment bien se préparer pour accueillir ce nouveau compagnon? À quoi faut-il penser avant d'adopter? Comment choisir celui ou celle qui trouvera sa place dans notre quotidien? Et surtout, comment construire un lien de confiance avec lui, même si parfois son histoire a été difficile? Aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions, car l'adoption, c'est avant tout un choix d'amour, mais aussi un choix qui demande du temps et de la préparation. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laurine, éducatrice spécialisée en éducation positive, car oui, l'éducation peut être une solution, et choisir le bon éducateur, c'est aussi super important. Alors que vous soyez en pleine réflexion sur l'adoption ou prêt à franchir le pas, cet épisode va vous donner des conseils précieux pour que cette nouvelle histoire commence sur les meilleures bases. Hello Laurine, bienvenue sur Allo Pets. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Hello, merci. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Alors écoute Laurine, je te laisse te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, nous parler un petit peu plus de toi. Alors, du coup, je m'appelle Laurine, j'ai 24 ans et je suis éducatrice spécialisée en comportement canin dans l'Est parisien, donc plus précisément en Seine-et-Marne. Donc pour vous raconter un petit peu mon histoire, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une très grande sensibilité avec les animaux. J'ai toujours été fascinée par les comportements qu'ils pouvaient présenter. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon premier mot c'était chien. Alors je disais quien, du haut de ma poussette. Voilà, mes parents sont témoins. Durant toute mon enfance, j'ai toujours été attirée par les métiers dans le domaine animalier. Pendant mon bac, j'ai eu envie de faire vétérinaire, avant soigneur animalier. Après, j'ai voulu entrer en gendarmerie dans l'optique de faire la cynophile, sauf qu'en fait, rien ne me convenait. Jusqu'au jour où j'ai commencé à m'intéresser au métier d'éducateur canin. Et ce qui a vraiment conforté cette idée, c'est mon chien Marvel. Donc ça, on va en parler un petit peu après. Donc voilà, donc je me suis j'ai fait pas mal de recherches pour essayer de trouver des formations. Je suis tombée sur le brevet professionnel d'éducateur canin et puis finalement, j'ai refait des études entre-temps pour avoir un bagage parce que je trouvais pas vraiment et il y a rien qui me convenait. C'était pas suffisant pour moi. Voilà, et donc à la fin de ces études, j'ai refait des recherches vraiment très poussées pour vraiment trouver une formation qui me conviendrait et je suis tombée par hasard sur une licence professionnelle d'un niveau bac+3 qui proposait à la fois des modules en éthologie, en psychologie, où on avait de la pratique en éducation et rééducation comportementale et c'est surtout une formation qui est en accord avec ce à quoi j'aspire et aussi à jour, qui se met à jour en fonction de la science. Donc là, j'ai dit allez, let's go, on y va. Et pendant cette formation, on avait un stage obligatoire et c'est là où j'ai eu l'opportunité de pratiquer le métier, vraiment de découvrir ce qu'est le métier avec Clément de l'école de la Meute. Et quelle formation faut suivre pour devenir éducateur canin? Et est-ce qu'il y a des certifications spécifiques pour faire de l'éducation positive?
Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, le métier d'éducateur canin n'est pas reconnu du tout, n'est pas assez reconnu, n'est pas reconnu par l'État. Donc on peut devenir éducateur canin trop facilement à mon goût, en passant juste une certification, la CACED, qui, d'ailleurs ne n'aborde pas du tout le comportement. Et donc ça, c'est vraiment dommage. Après, il existe des bonnes formations, donc encore une fois, qui ne sont pas forcément reconnues, mais bon, je peux citer Animal University, Vox Animae, il y a Nature de Chien, c'est des éducatrices qui ont fait leur propre formation, donc voilà. Il y a beaucoup de formations, il y a de très bonnes formations comme de très mauvaises qui sont, encore, basées sur, de l'éducation coercitive. Ce qui est très important, c'est de se renseigner sur la formation, sur les personnes qui proposent cette formation aussi. Et au niveau des certifications, encore une fois, on n'a pas forcément de certification Mmh. qui assure la pratique bienveillante et positive. OK. Donc c'est super important quand on choisit un éducateur, d'avoir un éducateur qui se met à jour parce qu'en fait, une fois qu'on a la cassette et c'est, quelque chose qui peut, s'acquérir au bout de 3 jours, si je dis pas de bêtises, on peut avoir la cassette en 3 jours. Après, en fait, c'est ce que va faire l'éducateur de ses connaissances qui fait que c'est un bon éducateur aussi et de sa formation Oui. de base, s'il a fait une formation, dans un centre, en éducation positive, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Marvel, du coup, qui est ton chien, son histoire, comment il est arrivé dans ta vie? Oui, bien sûr. Alors, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien et donc, du haut de mes 16 ans, on a enfin, on a pris du coup la décision d'adopter un border collie qu'on a été chercher, dans une ferme. C'est un fermier qui a eu une portée. Donc à l'époque, annonce sur internet, hein. Donc on a été le chercher à 2 mois et demi, donc ça, on pourra en parler aussi, très grosse erreur et très rapidement, on a voulu faire les choses correctement, donc on s'est rapproché d'un éducateur, donc à l'époque, c'était un centre canin, qui nous a conseillé malheureusement le collier coercitif, collier d'éducation, collier étrangleur, on peut l'appeler comme on veut, pour, apprendre tout ce qui était, la marche au pied, que le chien, voilà, dès qu'il écoutait pas, fallait mettre un coup de saccade. Ignorant comme on était, on a appliqué ce que l'éducateur nous disait, on lui faisait totalement confiance et on s'est rendu compte que progressivement, ça nous convenait pas du tout. Déjà, ça nous faisait très mal au cœur de faire ça. On voyait le chien juste qu'il comprenait pas, quoi. Il était en stress total, plus qu'autre chose. Donc on a laissé tomber le centre et je me suis, énormément intéressée au monde du chien. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, je regardais des vidéos YouTube et cetera. Moi, je voulais juste un chien, éduquer un chien, quoi, faire de l'obéissance et tout. Et donc, je suis tombée sur des vidéos de tricks. J'ai appris énormément de tricks à mon chien, étant donné que le border collie est connu pour, son intelligence. Enfin, c'est vendu comme ça sur internet. Et donc, je lui ai appris vraiment, plein de bêtises, hein, qu'on se le dise, le twerk, le cache, le pan et cetera. Et je me suis pas vraiment concentrée sur les rencontres avec les congénères, avec l'environnement et etc. Mais ça se passait bien. Voilà, il était super avec les chiens. Et jusqu'au jour où alors il avait à peu près 1 an, si je dis pas de bêtises, alors ça passe très vite, où il s'est fait soulever par un berger blanc suisse dans la rue juste derrière chez moi. Donc ça a été, très intense niveau émotionnel, il a failli y rester, hein, qu'on se le dise. Mon papa, c'était à l'époque mon papa qui le promenait, enfin sur cette balade, c'était lui et à la suite de ça, en fait, il avait, des chiens avec qui il jouait très régulièrement dans le parc derrière chez moi et du jour au lendemain, il a refusé de jouer avec les chiens. Il se mettait en fuite, il voulait plus interagir et progressivement, il commençait même à montrer des petits signes d'agressivité. Donc au début, c'était je monte les dents, je commence un petit peu à envoyer les dents, encore pire quand c'était des chiots d'ailleurs qui venaient vers lui. Il montrait très rapidement qu'il voulait plus du tout interagir avec qui que ce soit, quoi. C'était, que l'humain, voilà. Et donc nous, on a commencé un petit peu à stresser, on s'est dit: «Ouh là, il devient agressif, comment on va gérer ça?» Alors moi, je peux parler très rapidement aussi que j'ai pas aidé du tout parce qu'à chaque fois du coup que je voyais un chien au loin, je commençais un petit peu à me tendre sur la longe, sur la laisse à l'époque d'ailleurs et donc ça n'a fait que qu'envenimer la situation, quoi. Donc on s'est retrouvé avec un chien réactif assez rapidement. Réactif congénère. Tu parlais de tricks tout à l'heure. Qu'est-ce que tu entends par, tricks? Parce que j'ai pas du tout le langage et suis peut-être pas la seule. Alors le tricks, c'est des exercices qu'on apprend aux chiens, par exemple, tout ce qui est, pan.
Le chien fait le mort, ça peut OK. être alors justement le twerk, quand je dis twerk, il met ses 2 pattes arrière sur le mur, il se met en position twerk. Ça peut OK. être, aboyer sur commande, je lui ai appris à aboyer sur commande aussi, enfin vraiment, je lui ai appris plein de bêtises, clairement. OK. Qui sont des bêtises, du coup? C'est pas des choses à J'ai rien contre les tricks, mais quand on adopte un chiot, c'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. C'est plus OK. sur la sociabilisation, et la familiarisation avec l'environnement. Voilà, OK. donc OK, très clair. c'est pas mauvais, hein, les tricks. Il y en a qui les utilisent quand ils font du dog dancing, par exemple. Ça, c'est pour moi, c'est des tricks, mais effectivement, apprendre juste ça à un chien, un border collie, qui déjà, est déjà très up niveau éveil, bah, là, ça a fait, que de le surstimuler et à côté de ça, il avait pas d'apprentissage, quoi, au niveau de la vie. Et aujourd'hui, comment va Marvel? Alors, aujourd'hui, Marvel va très bien. OK. Il interagit de temps en temps avec les chiens, mais bon, il a toujours son petit trauma, hein, qu'on a quand même beaucoup travaillé, sauf que, je me suis formée. C'est ça qui m'a poussée à vraiment m'intéresser au comportement canin. En fait, on arrivait dans une période où on était vraiment démunis, on ne savait plus quoi faire, on avait peur de le promener. On essayait de trouver des bons éducateurs, sauf qu'à chaque fois, bah, on avait peur. On se disait alors, si on paye un éduc et que, bah, au final, il nous conseille aussi les mauvaises méthodes, ou quand le chien se déclenche, on lui met juste un collier électrique ou autre, bah, en fait, on avait juste peur de s'engager avec un éducateur. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver une solution moi-même. Donc ça a pris, des années, hein. Voilà, parce que là, aujourd'hui, Marvel, il a 8 ans. Je me suis formée, maintenant il y a 2 ans. Donc pendant 6 ans, on a subi, clairement sa réactivité. Même en balade, il s'est mis à développer des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Donc des TOC sur les ombres, sur les reflets de lumière, sur les bâtons, sur les balles, vraiment sur tout, surtout en passant, sur le chemin où il s'est fait agresser. Donc ça aussi à la maison, c'était très difficile à gérer et donc pareil, je me suis renseignée sur ça, pas de réponse et donc c'était vraiment, juste, horrible à vivre, quoi. Et donc, bah, c'est pour ça aujourd'hui que je me suis lancée dans ce métier aussi. C'est que, bah, déjà je voulais, absolument comprendre le comportement de mon chien et trouver des solutions, mais aussi pouvoir accompagner les personnes qui se sentent aujourd'hui comme je me suis sentie à l'époque, c'est-à-dire, vraiment, démunies, à plus savoir quoi faire. Où là on se dit: «C'est bon quoi, c'est on va juste subir quoi». Et il faut pas en arriver là et c'est pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui. Oui. Et du coup, tu t'es formée à l'éducation positive. C'est quoi l'éducation positive? Quels sont les types, en fait, d'éducation? Alors, c'est une très bonne question. Pour ceux qui ne connaissent pas l'éducation positive, en fait, c'est une éducation avec une approche qui privilégie le renforcement positif pour encourager les comportements souhaités, sans recourir bien évidemment à la force ou à l'intimidation, ce que prône un petit peu l'éducation coercitive. En fait, l'éducation positive est basée vraiment sur le renforcement positif. J'ajoute quelque chose qui a une valeur quand le chien présente un bon comportement. Si le chien ne présente pas un bon comportement ou juste arrête le bon comportement, bah, j'enlève juste de la punition négative, on appelle ça, mais c'est juste on enlève ce que le chien convoite. Donc par exemple, ça peut être de la friandise. Il y a pas que ça, mais OK. c'est pour donner un exemple. Contrairement à l'éducation coercitive, on peut l'appeler éducation traditionnelle aussi, ou qui est basée vraiment sur de la sanction, c'est-à-dire que j'ajoute de l'inconfort quand le chien, ne fait quelque chose que je n'ai pas envie qu'il fasse, j'enlève l'inconfort quand il arrête. Voilà. OK. Donc le chien qui marche devant, et qui ne marche pas au pied, bah, j'ajoute de l'inconfort. Je mets un coup de saccade, avec un collier étrangleur de préférence pour ceux qui sont à fond dans l'éducation coercitive. Quand le chien marche à côté, bah oui, forcément, c'est pas agréable, bah j'arrête les coups de saccade. Voilà. C'est beaucoup de rapport à la violence, les méthodes coercitives? Oui, bah c'est vraiment basé sur la sanction et l'inconfort, quoi. Ouais. Contrairement à l'éducation positive qui prend, c'est beaucoup plus on pourrait encore plus en parler, il y a tellement de choses à dire sur l'éducation positive, mais elle est vraiment sur, renforcer les bons comportements et surtout prendre en compte l'état émotionnel du chien et adapter du OK. coup le travail en fonction de ça. Et du coup, comment on reconnaît un éducateur en éducation positive? Parce qu'on voit passer sur les réseaux plein de vidéos. Alors, on a un peu de à boire et à manger. En tant que pet parent, quand on a un chien, et qu'on a envie aussi de lui apprendre plein de choses par nous-mêmes, on passe aussi par les réseaux pour déjà avoir une première information et pour, essayer de comprendre comment, faire toutes ces choses-là. Heu, Comment on sait si, l'éducateur qui est en train de véhiculer ce message sur les réseaux,
est en train de véhiculer un message et des pratiques en méthode coercitive. Bon, tu l'as déjà un petit peu expliqué, mais peut-être rentrer, dans le détail et comment on le voit directement quand c'est de l'éducation positive? D'ailleurs, voilà, j'ai été la première à faire l'erreur, hein, à chercher des conseils sur internet. On trouve de tout et n'importe quoi sur internet. Donc ça, c'est vraiment la pire chose à faire. Voilà. OK. Alors comment reconnaître un éducateur en éducation positive? C'est très difficile aujourd'hui parce que, bah, sur les réseaux, effectivement, on voit des vidéos où on voit des chiens en réussite, mais en fait, on voit juste le avant et le après, on voit pas le pendant. Bon, déjà, tout ce qu'il faut éviter, c'est, bah, effectivement, les colliers coercitifs, les outils coercitifs, les jetés de canettes, les plaquages au sol. Ceux qui utilisent ces méthodes, c'est vraiment, à fuir complètement. Maintenant, comment on reconnaît un éducateur en éducation positive? Bah, déjà, l'éducateur va respecter, il va vraiment s'appuyer sur les besoins éthologiques du chien. Il va respecter la zone de confort, mettre en réussite l'animal, s'adapter à ses réponses, ne pas le contraindre. Et c'est vraiment, en fait, adapter son travail en fonction de son état émotionnel. Voilà, donc l'éducateur en éducation positive joue énormément avec les zones de confort du chien. Il y a 3 zones. Il y a la zone, de confort, voilà, je suis assez loin du stimulus qui pourrait potentiellement me déclencher. Je m'approche un petit peu, je suis dans ma zone de vigilance. Donc là, je présente des signaux de stress parce que, voilà, je commence à m'approcher un petit peu, quoi. Je m'approche encore plus, là je suis dans ma zone de réactivité, donc si c'est une araignée devant moi, bah, je crie. Le chien, ça peut être du déclenchement, de la fuite, de la fige ou du flirt du jeu, mais c'est un peu plus complexe ça. Voilà. Alors, on va peut-être rentrer un peu plus dans l'adoption parce que ces choses-là sont liées et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc déjà, est-ce qu'il y a une différence sur, de l'adoption d'un chiot et d'un animal adulte? En termes de besoins, d'attentes? Parce que forcément quand on veut adopter, on a aussi, après ça dépend, on a tous des envies différentes et une préparation différente et voilà et des capacités différentes. On a souvent envie du petit chiot assez jeune pour, grandir avec lui, et puis lui voilà, qu'il soit dans la famille depuis son plus jeune âge. Peut-être revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure de tes 2 mois et demi, c'était une erreur pour Marvel. Peut-être, nous expliquer pourquoi? Et aussi pour les chiens adultes. Comment ça se passe du coup entre chiot, chien adulte et à partir de quand il faut avoir, enfin adopter un chiot si on veut un chiot? Alors déjà la différence entre adopter un chiot et un chien adulte, c'est pas du tout pareil en termes de besoins et d'attentes. Alors en termes d'attente, pour un chiot, c'est un peu difficile parce que, en fait, on va avoir cette pression de si je fais une erreur, il va forcément y avoir une conséquence derrière. Alors là, je parle bien évidemment des apprentissages, des associations, de l'associat en général. Donc voilà, si on fait vraiment la moindre bêtise avec son chiot, bah, on en paye les pots cassés clairement. Donc il y a clairement un investissement émotionnel à prendre en compte. Ensuite, on a également l'adolescence où là, il y a la montée d'hormones, où c'est un petit peu difficile, pareil, où il y a certains comportements qui vont changer. Donc voilà, il y a cette grosse pression, pour le chiot qu'il y a pas forcément avec le chien adulte. Pour le chien adulte, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut pas forcément on ne devrait même pas avoir d'attente parce qu'en fait, généralement les chiens adultes, bah, on les adopte en refuge, hein. On récupère le chien, on connaît pas forcément son passif, on devrait avoir conscience qu'on doit tout réapprendre au chien, de prendre le temps de le découvrir et de se découvrir avec et en fait, bah, le chien, on découvre souvent qu'il a des traumas, plus ou moins intenses donc étant donné qu'on connaît pas le passif, bah, faut vraiment pas avoir d'attente, quoi. Voilà et donc ça, par contre, ça demande autant d'investissement que pour un chiot, ça demande de la patience, on doit s'adapter, on a souvent des baisses de motivation aussi, ça faut se le dire. Mais donc ouais, les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Après, en termes de besoins, c'est à peu près pareil, sauf qu'un chien de refuge aura besoin d'encore plus de calme et de stabilité. Alors attention, je dis pas que le chiot, on en a pas besoin, hein, mais le chien de refuge, va vraiment falloir, s'adapter, bah, justement à son passif, qu'on ne connaît pas, donc à ses potentiels traumas. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, totalement et je le vois, il y a pas mal de dog parents qui me suivent, sur les réseaux, avec qui j'échange et je vois en fait, le comportement du chien à adopter. Alors c'est pas du tout pour vous mettre, enfin,
faut mettre des barrières sur l'adoption de chiens en refuge parce que chacun a son caractère. C'est comme nous, humains, on a tous nos caractères. Mais après, ils ont eu, pour certains, des passés très compliqués. Il y en a qui sont très, très, très craintifs, d'autres qui ont beaucoup de mal, à rien que faire une balade, et voir, des feuilles qui bougent, des choses comme ça, c'est Mmh. très compliqué. Donc, oui, tu as raison de souligner tout ça parce que bah, en fait, c'est vrai, il faut pas avoir d'attente, il faut être prêt. Il faut avoir, aussi, du temps à consacrer à son animal. Enfin même, à chaque fois qu'on a Oui. un animal, il faut avoir du temps à lui consacrer. Mais là, c'est encore plus de bah, ouais, plus de temps et plus de patience à avoir, que pour une autre situation, en fait. Oui, complètement et ce que je voudrais ajouter, c'est que pourquoi je dis que alors les besoins sont les mêmes, mais qu'il faut encore plus de calme et de stabilité chez le chien, adulte, c'est que le chiot est plus résilient. Voilà et donc la règle des 3 est encore plus importante chez un chien de refuge. Alors la règle des 3, c'est quoi? C'est 3 jours pour comprendre ce qui lui arrive, 3 semaines pour se mettre au rythme de ses propriétaires et 3 mois pour se sentir à 100 chez lui. C'est qu'une moyenne, hein, bien évidemment, mais ça dépend vraiment des chiens, mais en général, il faut vraiment bien respecter cette règle des 3. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Parce qu'on a, la vieille croyance et l'idée reçue que, rééduquer, je mets des guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, à employer, un chien adulte. Est-ce que c'est plus compliqué que pour un chiot? Alors, oui et non. Ça dépend des cas, ça dépend du contexte, du chien, de la problématique, de l'investissement et de la méthode. J'ai envie de dire que c'est multifactoriel. Je vais prendre des exemples pour répondre, OK. des exemples que j'ai eus, hein, des clients. J'ai eu un chiot, alors bon, moi, étant donné que j'ai un border collie, on attire un petit peu, ce qu'on aime, ce à quoi on aspire. Heu donc du coup, j'ai eu un chiot border collie qui faisait de la phobie environnement, avec une maîtresse qui ne bossait pas du tout son chien. C'est-à-dire qu'elle comptait que sur moi pour travailler son chien. Donc sur une séance de 1 heure que j'essayais d'écarter au maximum parce que, bah, je voyais qu'elle travaillait pas son chien, j'ai passé 2 heures sur Google Maps à lui chercher un endroit pour qu'elle adapte, ses balades, enfin qu'elle déjà elle mette en place une routine de balade. Sauf que, bah, en fait, je me rendais compte qu'elle ne travaillait pas son chien, quoi. C'était vraiment les excuses de, bah, il pleut, il fait froid, je rentre du travail, je suis fatiguée, donc bon, j'ai pas eu le temps de le promener. OK, bon, bah, honnêtement, là, j'ai arrêté le suivi, j'ai dit: «Bon, si elle est pas investie, ça sert à rien». Ensuite, on a un chien border collie pareil, de 2 ans, qui faisait, même problématique, phobie environnement, sauf que, bah, en fait, sa maîtresse, et je l'ai encore en suivi aujourd'hui, hein, a fait mais enfin elle est vraiment investie pour son chien et donc bah, là on voit la différence. C'est que, on a d'énormes progrès avec le chien. En fait, comme la maîtresse est investie, jour et nuit, hein, je tiens à le préciser, le chien fait des progrès mais juste, incroyables, quoi. Effectivement, plus l'animal est âgé, plus le travail va être difficile car plus long et ça va demander plus d'investissement. Donc c'est vraiment multifactoriel, en fait, pour répondre à la question. C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Ça va vraiment dépendre OK, de plein de choses, OK. mais surtout de l'investissement. Donc c'est bien de le souligner quand on a des soucis, de comportement, on va dire, avec son animal et qu'on a envie de se faire accompagner par un éducateur. Il faut aussi avoir en compte et dans sa tête que, l'éducateur n'a pas de baguette magique pour changer le comportement de l'animal et que c'est un investissement qu'il faut donner. Parce que si on fait face à ces problématiques-là et qu'on a besoin d'une solution, on doit être aussi, acteur de cette solution. Donc c'est important de le savoir aussi parce que l'éducateur, on peut pas aussi tout remettre sur lui et c'est important, bah, de se dire que oui, il va y avoir un effort à faire, mais que l'effort doit venir de l'animal et de l'humain. Donc oui, c'est très important, de redire tout ça et je pense que tu le vois aussi souvent comme, ce que tu disais avec une de tes, dog parents qui est venue te voir. Le manque d'investissement en fait, sans ça, ça n'évoluera jamais, quoi. Non. Donc Non, 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 mais c'est ce que je dis souvent moi, c'est que l'éducateur, il est là avant tout pour apporter les outils pour accompagner le binôme. Il est pas là pour, régler le problème en un claquement de doigts. Alors si généralement les éducateurs, ils font ça, c'est que, bah, ils emploient pas forcément les bonnes méthodes. Mais donc voilà, on est vraiment là pour apporter les outils, accompagner le binôme. Alors voilà, surtout, bah, corriger quand on voit que ça va pas, là, tu vois, tu es trop proche, reprendre la distance et cetera. Mais on ne peut pas régler, on peut pas faire de magie avec les chiens. C'est juste pas possible, quoi.
Et est-ce qu'il y a, un petit tip sur, parce que je suppose qu'il y a certaines races, types d'animaux qui conviennent plus à certaines habitudes et modes de vie. Là, je pense par exemple à certaines races de chiens qui seraient pas du tout adaptées à un type de famille. Est-ce que tu as des conseils là-dessus sur le choix, du type de d'animal qui serait, adapté à notre famille tout simplement? Alors, personnellement, je pense qu'aucun type d'animal n'est adapté à un mode de vie en particulier. Alors attention, certaines races sont effectivement disposées à un certain mode de vie, je sais pas, comme par exemple comme des races sportives, bah, forcément ça ira, plus à des gens actifs qui feront beaucoup d'activités. Pour des gens un peu plus sédentaires, oui, on pourra choisir des races un peu plus adaptées qui seront un peu plus calmes. Donc, par exemple, je recommanderais pas du tout le border collie. Tous les chiens type berger, enfin voilà, c'est pas du très mauvaise idée. Attention, je le précise, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir le chien, il faut quand même toujours respecter ses besoins. Donc voilà, même si on a un chien un peu plus sédentaire qui serait avec des gens sédentaires, il faut quand même faire les balades, voilà, et ne pas se contenter que du jardin. Après, effectivement, on a certaines races qui ont des prédispositions génétiques très précises, qui ont donc des besoins très spécifiques aussi. Et donc, effectivement, pour répondre aux besoins du chien, on peut proposer des activités adaptées. Voilà. Je rebondis juste sur le jardin. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette idée aussi reçue du chien dans leur jardin n'a pas forcément besoin d'être promené. Pourquoi? Pourquoi le chien, il faut pas qu'il reste au jardin? Bah, juste parce qu'il a pas, en fait, il va sentir tout le temps les mêmes odeurs. Il y a pas de stimulation, quoi. Alors déjà, il y a pas de dépenses physiques. Alors le chien, il a besoin de dépenses physiques et de dépenses cognitives. Travailler son olfaction. En OK. balade, bah, «Oh trop bien, il y a une odeur là. Oh trop bien, il y a une odeur là». Dans le jardin, il sait toujours les mêmes odeurs, donc en fait, à un moment donné, le chien, bah, c'est pour ça qu'il va se mettre à creuser, c'est de l'ennui, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que le jardin, moi, c'est vraiment mais un red flag total. Moi, Marvel ne reste jamais au jardin. Quand on le met, à la rigueur, c'est juste pour aller faire un petit pipi et encore, en pour même te le dire, hein, il n'a jamais fait un seul caca au jardin. Lui, c'est vraiment, si OK. on zappe une balade, on ne peut pas zapper de balade. On peut clairement pas zapper de balade. Il a vraiment ses habitudes où il fait, en extérieur. Et si par exemple quelqu'un a un animal en ville, dans un appartement ou voilà, qu'est-ce que tu conseillerais en termes de sortie, parce qu'en soi, si l'animal, il est souvent en intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire autour pour qu'il puisse justement avoir, ben, ces stimuli-là dont il a besoin, en fait? Bah, encore une fois, je prends l'exemple des Parisiens. Les Parisiens, alors même pourquoi les chiens parisiens sont, beaucoup mieux dans leur tête que les chiens en pleine campagne. Ça voilà, les gens vont pas forcément être contents quand ils vont entendre ça, mais c'est la stricte vérité, hein. Après c'est voilà, je généralise, faut pas forcément généraliser, mais on va à Vincennes, tous les chiens, quasiment tous les chiens sont OK avec tout. Pourquoi? Bah, parce que les Parisiens n'ont pas de jardin. Donc, bah, en fait, ils sont obligés de sortir le chien, de faire d'imposer, enfin non, de proposer des interactions, que ce soit avec l'environnement, avec les congénères, avec les humains, avec les vélos, enfin avec tout, quoi. Le chien, il est habitué à tout, donc forcément, bah, il est mieux dans sa tête. OK, donc les sorties indispensables et combien de fois par jour? Sortie indispensable, moi je suis sur, entre 1 heure et demie à 2 heures par jour. Alors après c'est pas on n'est pas obligé de faire 1 heure et demie d'un coup, hein. Attention, OK. ça peut être en séquencé. Moi, par exemple, bah, je fais 45 minutes le matin. Quand je rentre, après, il a sa balade de 17 heures, toujours à la même heure. C'est un chien un petit peu routinier. Il fait 1 heure de balade. Et puis le soir, avant d'aller se coucher, même si on est fatigué, qu'il pleut ou autre, et ben, on fait toujours sa petite balade de 20 minutes où là, c'est plus une balade hygiénique, du coup, avant d'aller se coucher. Si on a envie de faire 1 heure et demie d'un coup, bon, je recommande pas forcément, mais si les personnes, elles sont du matin et qu'elles veulent faire, aller 1 heure de balade le matin, OK, mais enfin, après, il faut quand même le ressortir le soir pour les besoins, quoi. Pour revenir à la question sur, le type d'animal qui conviendrait, est-ce qu'il y a un animal qui conviendrait plus à un mode de vie qu'un autre? Moi, je pense que c'est très important aussi de prendre en compte l'individu avant toute chose. On peut avoir 2 mêmes chiens d'une même race qui ne vont pas forcément avoir les mêmes besoins, les mêmes critères. Donc la notion d'individualité, elle est très, très, très importante. On peut avoir un golden qui n'aime pas l'eau, par exemple. Donc c'est super important de faire attention à qui est l'animal, chaque, individu est unique. Donc oui, un golden, peut-être qu'il aimera pas l'eau, donc sa race ne le définit pas. Donc l'individualité est super importante à bien prendre Oui. en compte.
Et pour revenir sur l'adoption, quelles questions devrait se poser, le futur ou les futurs adoptants, avant de se lancer? Est-ce que, il y a des choses auxquelles il faut faire attention et particulièrement dans le cadre d'une adoption, en refuge ou association? Alors il y a beaucoup de questions à se poser, avant de se lancer. Déjà la première question, bah, suis-je capable d'assumer les éventuelles problématiques du chien? Que ce soit au niveau de la santé, au niveau du comportement, au niveau des besoins. Hein, on revient encore aussi sur l'individu en lui-même, quoi. Mmh. Suis-je capable d'assumer les frais? Suis-je capable de répondre aux besoins du chien en fonction de la race et aussi de l'historique? Suis-je capable émotionnellement de recevoir l'histoire du chien et ses éventuels traumas et d'y faire face, de l'accompagner? Ça, c'est très important aussi parce qu'on a beaucoup de personnes qui adoptent un chien et qui, au final, quand ils se rendent compte que le chien, il est vraiment mais pas bien du tout, quoi, bah, c'est comme ça qu'on a des retours d'adoption ou émotionnellement parlant, c'est vraiment trop pour l'humain. Donc voilà, est-ce que, il faut vraiment prendre conscience que, quand on s'attaque à du chien de refuge, on peut avoir un chien qui, ouais, vraiment, émotionnellement, c'est juste pas possible, quoi. Donc il faut être prêt aussi à l'accueillir. Et de toute façon, si on a le moindre doute sur, n'importe quelle question, pour moi, le plus important, c'est qu'il faut encore se laisser le temps de la réflexion. Ça, c'est très important. Et puis se faire aussi, accompagner peut-être en amont par son vétérinaire ou son futur vétérinaire, aller voir, un éducateur, en éducation positive si possible et des comportementalistes, ostéopathes. Enfin voilà, c'est vraiment, on a plein de métiers qui peuvent nous aider dans cette étape. Après il faut aussi rechercher ces métiers. Je sais que c'est compliqué, mais Oui. ils peuvent être aussi une belle source, de réponses quand on a plein de questions, sur ce moment qui est assez compliqué. Alors, quels signes montrent qu'on est prêt à passer à l'étape adoption? C'est une très bonne question. Encore une fois, hein, je le précise, qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps de la réflexion, la laisser mûrir, ne jamais le faire sur un coup de tête et se renseigner sur tout avant. Les besoins, on peut même en fait, appeler un éducateur, pour une préadoption. Il y a beaucoup d'éducateurs qui le proposent, donc vraiment pour l'aménagement, les besoins, même dans le choix de la race, le choix du refuge, le choix de l'élevage. L'éducateur peut vraiment tout renseigner sur ça. Après, est-ce qu'il y a des signes? C'est une très bonne question. Je pense qu'à partir du moment où on est vraiment investi, qu'on passe sa vie à regarder, à se renseigner, je pense que là, oui, effectivement, c'est un très bon signe. Mais encore une fois, il faut vraiment et c'est très important, prendre le temps. Prendre le temps de prendre OK. la décision. Faut pas plonger, tête baissée et se dire: «Bon, bah, on verra» et quand on est sur le moment, après, on peut regretter et tu as raison de le souligner, hein, c'est ça aussi qui mène à de l'abandon. C'est vrai qu'il faut bien penser avant d'adopter, bien réfléchir, à tout ça Oui. et je fais une petite aparté, mais je suis assez curieuse et je regarde un petit peu tout ce qui se passe aussi sur le secteur animalier. Évidemment, il y a beaucoup de salons, le salon du chiot, où normalement, ben, on n'a pas vraiment le droit, enfin on peut, mais c'est pas vraiment légal de pouvoir, repartir avec un chiot directement. Puisque en fait, on a une charte à signer normalement et on a une semaine, avant de pouvoir adopter l'animal, enfin du moins de l'avoir chez nous. C'est des choses que j'ai vues et qui m'ont surprise. Alors, peut-être que je suis un peu naïve et que j'y suis allée avec, des attentes et je suis repartie un peu déçue. Mais en fait, alors il y a peut-être beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce salon et qui se sont renseignées avant et qui ont peut-être contacté, les élevages en amont. J'en ai vu Mmh. d'autres qui, étaient venus avec leurs enfants et qui ont été un peu, voilà, poussés par les enfants, pour avoir l'animal. Alors encore une fois, on ne juge pas, on fait des choix, en fonction de ses connaissances, voilà, du moment, et il y a pas de jugement à faire. Si vous avez fait ce choix-là et que vous avez fait un salon du chiot, bon, ben, voilà, vous avez fait, cette petite adoption qui a peut-être changé votre vie. Mais en tout cas, c'est très, très, très important de se renseigner avant, comme tu le dis et comme on le souligne depuis le début. Donc, faites-vous accompagner et renseignez-vous avant de vous lancer dans l'adoption. Ça peut être trop mimi, un bébé chien, mais ou un bébé chat ou bébé, ce que vous voulez. Mais c'est vrai que renseignez-vous avant parce qu'en fait, après, vous allez, entre guillemets, «subir», les conséquences de ce choix et en fait, ben, c'est bête, mais s'il y avait eu un tout petit peu de réflexion et de recherche sur les besoins fondamentaux de l'animal, ben, il y aurait pas eu tout ça.
Donc cette petite aparté, était, importante pour moi et il fallait quand même que je souligne tout ça. Mais c'est très, très bien Hem, de le souligner. ouais, c'est important et puis c'est pour ça aussi que le podcast existe donc j'espère que ce message vous aidera, à y voir un peu plus clair. Je reviens du coup, ben, c'est étroitement lié, mais sur l'erreur la plus courante que commettent, les personnes qui adoptent. Il y a beaucoup d'erreurs. Alors pour rester dans le sujet de l'adoption, en général, bah, enfin la plus grosse erreur, hein, c'est l'adoption coup de cœur, que sur Mmh. des critères physiques, sans se renseigner sur le comportement, le tempérament du chien, enfin vraiment sans se renseigner du tout, quoi. Donc voilà, ça c'est la plus grosse erreur pour moi, c'est le coup de cœur. Ensuite, un peu plus dans le cadre de l'adoption en refuge, c'est l'erreur du syndrome du sauveur, où on veut apporter un maximum de bienveillance et d'amour au chien qui a vécu vraiment, quelque chose d'atroce, qui est enfermé tout le temps en box. Voilà, on veut vraiment lui offrir une nouvelle vie, donc du coup, on va, peut-être un petit peu trop lui donner de d'amour d'un coup, d'amour, qu'est-ce que j'entends par là? Enfin de stimulation, beaucoup de choses, et donc le chien, en fait, ça lui fait trop d'un coup pour lui. C'est parce qu'on oublie qu'il reste, enfin, il est peut-être resté enfermé dans un box H24 pendant, plusieurs années avec peut-être juste une balade par semaine ou par jour, enfin ça dépend des refuges, sans stimulation dans le box et que là, d'un coup, bah, il arrive dans un environnement où il y a vraiment trop de stimulation, trop d'interactions et c'est comme ça, ouais, qu'on a des retours et donc ça va être important. La zone de retrait, la zone de repos et ça, personne ne le fait, nous les premiers. Ce qui est très important quand on adopte un chien ou un chiot, là, du coup, je reviens un petit peu plus dans le général, c'est de proposer une zone de retrait au chien. Ça peut être une caisse de transport, une cage qu'on laisse ouverte, ça on pourra en parler aussi, mais vraiment un endroit que le chien, ou le chiot va associer à: «OK, bon là c'est ma zone, je sais que dans cette zone personne vient interagir». Voilà et ça, le problème c'est que, enfin nous les premiers, hein, voilà, c'est pour ça, je peux pas juger, c'est pas le but, hein, mais c'est très important, de proposer une zone de retrait aux chiens. Et ensuite, la dernière chose, bah, c'est ne pas s'attendre à avoir un chien parfait. Ça, c'est un réel problème. On s'attend tous, on fait tous un petit peu le deuil du chien parfait. Voilà, donc c'est les 3 erreurs les plus courantes, qu'on retrouve quand on adopte. Quand on adopte en refuge, comment on gère du coup cette incertitude autour du passé de l'animal? Enfin, des choses qui ont pu être très traumatisantes pour l'animal, on connaît pas son passé, si ça se trouve il a été battu avant ou alors il a jamais vu le jour pendant des années, il était enfermé, après il est passé par la case refuge. Parfois, il est réadopté puis retour au refuge, donc ça peut être ultra traumatisant pour l'animal. Il y a plein de codes qu'il va pas avoir. Comment on gère tout ça? J'ai envie de dire: «Appelez un éducateur». Bon après les refuges normalement, adaptent, ils font une sélection sur les critères d'adoption. Enfin il y a des critères d'adoption, souvent quand on va dans un refuge, on voit la petite affiche, OK chien, pas OK chat, pas OK enfant et cetera. Après ce que j'ai envie de dire, c'est que et c'est pas de la faute des refuges, hein, du tout, c'est plutôt de la faute, ouais, c'est de la faute, du contexte du refuge où certains chiens vont présenter des comportements qu'ils ne vont pas du tout présenter, hem, dans le cadre d'un foyer, dans le cadre familial et inversement. Donc voilà, il y a le droit un petit peu à l'erreur, où du coup, bah, on a vraiment pour le coup une incertitude et donc à ce moment-là, moi je recommande vraiment d'appeler un professionnel du comportement canin. Ensuite, du coup, bah, les impacts pour les expériences traumatisantes ou les conditions de vie antérieures, ça, je peux parler d'un cas, que j'ai en ce moment, où c'est une chienne, bah, qui a juste été, je vais tenir ma langue, mais qui a été juste, martyrisée par un ancien propriétaire, et qui aujourd'hui elle a été adoptée du coup par mon client actuel. Et sauf que cette chienne, en fait, elle a été, battue par un homme et mon client est un homme et il a vraiment du mal, il a eu vraiment du mal à accepter que, bah, effectivement, la relation était très difficile à créer au début. Bah, forcément, la chienne, elle a associé, l'homme à, je vais m'en prendre une à chaque fois, quoi. Et donc pourquoi j'en viens là? C'est qu'il y a un réel impact sur le chien au niveau de l'émotionnel, mais pas que, sur l'humain aussi et donc même des fois sur toute la famille. Donc moi, ce que j'ai envie de passer aussi comme message, de vous dire, c'est soyez indulgents envers vous-même. Il y a des jours où nous aussi on est très fatigués et c'est OK.
Il faut se laisser le temps. Nous aussi, on a des émotions, des imperfections, on est humain avant tout. Donc voilà, c'est vraiment ce message que je veux laisser passer. Donc oui, il y a vraiment des pour moi, le plus gros problème, c'est l'émotionnel. Et donc oui, l'impact aussi, bah, c'est que voilà, on peut avoir des chiens dangereux, des chiens destructeurs. Bon là, on rentre vraiment dans le cadre du refuge, hein. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps, être patient et être indulgent envers le chien et envers soi-même. On peut avoir la même chose pour un chiot qui a pas eu la bonne sociabilisation et la bonne socialisation dès son plus jeune âge. Totalement, totalement. Et encore une fois, ce que je dis, bah, alors oui, c'est peut-être à cause de ce qu'on aurait pu faire, les erreurs qu'on aurait pu faire. Moi, la première avec Marvel, hein, mais à un moment donné, il faut arrêter de s'autoflageller. Le principal et le plus important, c'est la remise en question. Où, bah, là, généralement, les personnes qui passent un petit peu le cap de: «Allez, je ne sais pas le faire tout seul, j'appelle un professionnel», bah, déjà là, c'est déjà énorme. Et c'est Mmh. c'est juste génial. Et donc là, à un moment donné, bah, c'est bon, faut ça a été de votre faute à une époque, mais ça sert à rien de s'auto-flageller pour les erreurs du passé, quoi. Et moi, j'ai eu du mal à me faire comprendre ça à moi-même, hein. Je me suis dit: «Ah, j'ai fait ça, je l'ai déclenché, c'est moi qui ai continué, en fait, d'augmenter sa réactivité». Mais sauf que, c'est bon, à un moment donné, on est là, on est dans l'instant Faut T, avancer. on trouve des solutions, quoi, faut avancer. Ouais. Je reviens juste sur ce que tu disais sur les refuges, tu sais, les OK chat, OK chien, c'est des fiches qu'on a en fait, quand on va dans un refuge pour savoir si l'animal il est potentiellement, il sera potentiellement OK avec notre foyer et notre mode de vie. Mmh Alors, mh. comme tu dis, faites attention parce que cette fiche, c'est pas, une fiche qui est, comment dire? Ça décrit pas en fait l'animal dans toute situation. Et il y a notamment, Jeanne qui a accepté que je parle d'elle, sur le podcast, qui a, du coup, Mia, qu'elle a adoptée, en refuge, que tu connais aussi, par Jérémy, qui est un autre éducateur qu'on Oui. salue s'il écoute le podcast. Et en fait, elle me disait que quand elle a adopté cette chienne, elle était OK chien, OK chat, OK tout, et qu'en fait, au retour, dans un foyer et à son arrivée dans le foyer, la chienne est devenue, en fait, elle était ultra réactive à beaucoup de choses et elle a eu beaucoup, beaucoup de complexité, à comprendre, pourquoi la chienne faisait ça alors qu'en fait, elle était OK tout. Donc voilà, comme tu dis, c'est les attentes qu'on peut avoir de l'animal. Il a vécu d'autres choses avant, donc Oui. oui, il faut en avoir conscience et oui, peut-être qu'il est OK plein de choses, mais il sera peut-être pas OK plein de choses aussi. Donc donc se faire accompagner, Ça, c'est c'est super important. important. Mais c'est Mmh. pas encore une fois, c'est pas de la faute des refuges, c'est Mmh. vraiment, bah, que le contexte du refuge est vraiment très particulier, quoi. Donc les Mmh. comportements, bah, soit ils sont éteints, soit ça se déclenche après, ou alors inversement, où voilà, il y a beaucoup de clairement, hein, il y a beaucoup de stress dans les refuges, donc bah, les chiens, ils sont tous tendus. Alors je sais pas si tu as déjà visité un refuge, quand tu passes devant les box où tous les chiens, ils montent, d'un coup, il y en a qui se jettent contre les barreaux, ça aboie de partout. C'est clairement pas, une enfin, c'est clairement pas une bonne situation pour le chien, quoi. Donc voilà, on peut avoir des comportements qui en refuge qu'on n'a pas à la maison et inversement. Et comment on adapte du coup ses attentes, face à un animal qu'on connaît pas? Parce que quand on va adopter en refuge, généralement, on sait que ça peut être compliqué ou que, bon, on a envie aussi d'aider et c'est super et je vous encourage, à adopter en refuge. Après, il faut avoir aussi connaissance de tout ce que ça englobe. Mais, comment du coup on fait face à ces attentes? Parce qu'on a quand même une attente quand on adopte un animal, et on connaît pas l'histoire du chien. On sait pas ce qu'il a vécu avant. Alors la question des attentes est très complexe. Encore une fois, je vais revenir dessus, il faut vraiment faire ce deuil du chien parfait et c'est valable pour tous les chiens, hein, même sur l'adoption d'un chiot. Il faut prendre conscience que dans tous les cas, il faut être patient. Et ça, c'est vraiment la clé, la patience. Il faut prendre le temps. Il faut même accepter que le lien, bah, peut être, parfois difficile à créer au début et c'est OK, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Mais encore une fois, bah, comment trouver des solutions? Bah, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour avoir un regard objectif sur la situation aussi. Et comment on prépare son foyer, pour accueillir ce nouvel animal? Parce que bon, arrive peut-être un jour où ça y est, on est prêt, on sait tout ce dont l'animal a besoin, toutes les choses auxquelles il faut se préparer. Qu'est-ce qu'on doit faire avant son arrivée? Alors, il y a beaucoup de choses, mais moi, le plus important,
parce qu'après le reste, c'est que des petits détails que je pense que tout le monde sait. Voilà, j'ai envie de parler d'aménagement, de mastication, proposer plein de choses aux chiens, mais avant tout, sécuriser votre maison. Donc au-delà de ça, par exemple, proposer un parc à chiots pour votre chiot, plutôt que, d'opter pour la cage. L'erreur que j'ai faite avec Marvel aussi, voilà, les éducateurs nous avaient dit à l'époque, «Alors, il détruit, il mange les meubles, mettez-le dans la cage, enfermez-le 8 heures par jour. Quand vous rentrez, vous le sortez directement pour qu'il fasse ses pipis». En plus, le chien, enfin Marvel, je dis, il a jamais fait ses besoins ni au jardin, ni à la maison. Alors, il nous avait peut-être juste 2 pipis au tout début, sur le premier jour, mais enfin après il faisait plus, donc voilà, le chiot qui se retient pendant très longtemps. Je ne sais même pas comment il a fait en fait, je pense qu'il a dû vraiment souffrir pour le coup. Donc voilà, ça aussi ça a été très difficile à accepter. Mais donc encore une fois, ne choisissez pas l'option de facilité. Il y a plein de solutions aujourd'hui. Le parc à chiots, ça sécurise et en même temps, voilà, on offre de la liberté aux chiens, de la semi-liberté aux chiens dans la maison. On peut installer des petites alaises pour les besoins. Et voilà, donc c'est vraiment cette notion de sécurité qui est très importante au début quand on veut préparer un foyer. Je peux même parler des prises, hein, les prises pour bébés, parce qu'il y a des chiens qui vont avoir tendance à mettre le museau dans la prise, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Et donc je reviens sur cette fameuse zone de retrait où le chien pourra se sentir en sécurité sans forcément interagir. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc ça peut être une cage ouverte, on peut même mettre des draps qui occultent un petit peu pour que ça fasse vraiment une petite cachette. On peut proposer un panier plus classique, une caisse de transport, mais vraiment un endroit où le chien aura la possibilité de se retirer. Et ça évite énormément les accidents. Et pourquoi j'en parle? Parce que Marvel, en fait, aussi, on a eu on a fait beaucoup d'erreurs avec ce chien, oui, je sais. On a pas vraiment, voire pas du tout respecté son consentement au niveau de la caresse. On a beaucoup forcé les interactions quand il était plus jeune et donc en fait, à la fin, il nous montrait littéralement les dents, il pinçait les mains. Bon, aujourd'hui ça va mieux, hein, mais donc vraiment on respectait pas ça du tout et quand on avait des invités, c'était encore pire et les gens: «Oh trop mignon, je peux te caresser». En fait non, c'est même pas «je peux te caresser», c'est «je te caresse», je te demande pas. Le chien, on voyait, il était vraiment pas bien du tout, il montrait un très gros inconfort et jusqu'au jour où, je me suis remise en question, je me suis formée et cetera, où, je me suis dit: «Bon, on a une cage». À l'époque, on l'a pas bien utilisée, mais je me dis: «Mmh, pourquoi pas la réutiliser mais autrement?» Et donc j'ai mis la cage. Au début, j'avais mis des petits trucs par-dessus, je la laissais ouverte et au fur et à mesure, le chien, quand on avait des invités et qu'il avait pas envie d'interagir, hop, il se mettait dans sa cage. Bon, ça a été désensibilisé, je lui ai vraiment appris que voilà, quand il était dans sa cage, il y avait aucune interaction, même avec nous. Et donc ça, c'est vraiment the solution, quoi, et c'est surtout que voilà, le chien, dès qu'on voit qu'il a pas envie du tout, même pour dormir, pour se reposer, pour mastiquer, tous les trucs où il a envie qu'on lui foute la paix, il se met dans sa cage. Donc voilà, ça c'est vraiment, cette zone de retrait, elle est très, très, très importante et pour tous les chiots, enfin pour tous les chiens, donc enfin non, pardon, pour tous les cas, pour le chien adulte et pour le chiot. Et du coup, quels conseils tu donnerais, pour que les premiers jours, ils se passent bien, en matière d'environnement et de sécurité comme tu disais, donc la cage, enfin un lieu déjà sécurisant pour l'animal, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il faut mettre d'autre en place pour les premiers jours, que ce soit un chiot ou un chien, qui vient d'un refuge ou d'une association? Encore une fois, on va parler d'attente. N'ayez aucune attente. Le plus important, c'est de le laisser découvrir, être patient, ne jamais forcer l'interaction, proposer que des trucs cool, genre, je sais pas, de la mastication, des tapis de léchage, des petits jouets à droite à gauche, en faisant attention, bien évidemment, à la protection de ressources avec les chiens de refuge. Alors, la protection de ressources, c'est, par exemple, quand on va s'approcher d'une ressource, alors la plus connue, c'est avec la nourriture, quand on va s'approcher de la gamelle et que le chien va se retourner sur le maître parce que on s'est trop approché de la gamelle ou qu'on a mis la main dans la gamelle ou autre. Après, c'est tellement large la protection de ressources, ça peut être de la protection sur humain, ça peut être la protection sur de l'objet. Il y a des chiens qui font de la protection. J'en ai eu un qui protégeait le canapé quand sa maîtresse s'asseyait sur le canapé, il commençait à bien grogner et à lui dire va-t'en quoi. Donc ce n'est pas de la dominance, c'est juste de la protection de ressources. Ça se travaille. Voilà. Donc du coup, après pareil au niveau des balades, au début on y va tranquillement, on fait des balades courtes de 15-20 minutes, on ritualise et en fait on évite vraiment que ça fasse trop pour le chien.
Ce qui nous permet aussi à nous de découvrir son comportement en extérieur face aux différents stimuli. C'est là qu'on va se rendre compte, bon OK, avec les chiens on va faire attention, avec l'environnement ça va ou pas, avec les joggers, les vélos, enfin on teste un petit peu tout quoi. Et donc c'est vraiment dans le but, enfin de le fait de faire des balades, assez courtes au début, ça permet vraiment au chien d'y aller, en douceur quoi, parce qu'il sort d'un refuge où il a vraiment pas connu les grosses balades, faut vraiment pas que ça fasse trop pour lui. Au début, on privilégie aussi des balades dans des endroits calmes, faibles en densité. Hem, donc encore une fois, parce que, bah, le chien, en refuge, il a eu 0 stimulation, donc trop de stimulation, ça risque même d'engendrer du stress et des problématiques par la suite. Donc voilà, ça, c'est très important. C'est clairement de la découverte au début. Et voilà, et puis après progressivement, on ajoute d'autres balades sur la journée, on fait plusieurs balades déjà sur la journée, mais enfin, on ajoute du temps, de la distance aussi. On peut faire des balades un petit peu plus, voilà, où je rentre dans la forêt, je m'éloigne un petit peu de la maison et cetera, et mais vraiment de façon progressive. Ensuite, ce qui est important, bah, c'est créer du lien pour instaurer un climat de confiance, pour que le chien apprenne à se reposer sur l'humain au début. Ça, c'est vraiment, la base, j'ai envie de dire. Donc ça, on peut créer le lien en extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et le conseil que je donne, alors que ça, c'est valable pour le chiot et pour le chien adulte, l'idéal, alors c'est vrai que c'est un peu délicat de dire ça, mais si vous avez envie d'adopter un animal, je vous conseille de prendre des jours de congé. Alors c'est vrai que c'est pas amusant, parce que, bah, du coup, cet été, on pourra peut-être pas partir 2 semaines, à Bali ou j'en sais rien, mais l'importance de prendre des jours de congé au début, bah, ça permet justement de découvrir un petit peu tout ça, que le chien, bon voilà, il arrive dans une maison qu'il connaît pas, il connaît pas non plus l'humain, bah, voilà, il prend ses marques tranquillement. Et pourquoi je parle des congés? C'est qu'au début, ce qui est très important aussi, c'est de bosser la solitude, la gestion de la solitude. L'idéal quand on adopte, voilà, c'est d'y aller très progressivement. Au début, on fait des mini absences, on peut prévenir, on dit: «Je reviens, je vais aller faire des courses, je reviens, je vais faire ça». Moi, je préviens Marvel quand je m'en vais, hein: «Je reviens, je vais soigner les chiens, je reviens, je pars, à tel endroit». Et donc à chaque fois, il penche la tête comme ça, «OK, j'ai compris, mais je sais que tu reviens». Et donc ça, c'est très important parce qu'on a beaucoup en refuge et même, en règle générale, des chiens qui développent des troubles, qui développent une anxiété de séparation. Voilà, je le dis. Donc voilà, ça c'est très important et de toute façon, j'ai envie de dire, normalement, le conseil devrait être bien reçu parce qu'à partir du moment où on prend un chien, on a conscience des inconvénients. Parce qu'un chien, c'est pas mal d'inconvénients aussi. C'est que du bonheur, mais il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Est-ce qu'il y a, peut-être des choses à faire quand on a des enfants, quand on adopte? Parce que je pense, aux enfants qui ont envie de sauter sur l'animal, lui faire plein de câlins, plein de bisous avec de l'ultra stimulation pour l'animal. Il y a peut-être des petites choses à dire là-dessus? Ça peut être un gros problème aussi, effectivement. Ce qui est très important au début, bah, c'est, encore une fois, de sécuriser, parc à chiens, enfin n'importe. Mais ce qui est aussi très important, c'est de sensibiliser l'enfant. De lui dire: «Alors si tu veux aller voir le chien, tu ne le fais jamais seul. Tu demandes à papa, tu demandes à maman». Voilà, c'est vraiment de dire, «Alors si tu veux voir le chien au début, vraiment, il faut qu'on le fasse ensemble, quoi». Au début, on peut même proposer une séparation dans une autre pièce, hein, si le chien, il est pas trop OK avec les enfants, on peut le mettre, dans une cuisine, on met une séparation, tu sais les séparations bébés, Ouais. et puis voilà, on regarde un petit peu comment le chien réagit avec l'enfant. Si c'est OK, OK, bon, on enlève la barrière et puis surtout on fait très attention au consentement. C'est-à-dire qu'on prévient l'enfant, on dit: «Alors surtout tu ne vas pas l'embêter, tu vas pas le caresser si, il est pas OK». Alors l'enfant de 5 ans, il arrivera pas forcément à lire le chien. D'ailleurs, il y a un bouquin que j'avais vu sur les réseaux, il faudra que je te l'envoie, il est vraiment top, où ça sensibilise OK, même les enfants, du plus jeune âge sur la lecture des OK, signaux de communication du chien. Et c'est fait un OK. petit peu, bah, à la rigolade pour les enfants, mais ça peut être une bonne solution aussi pour OK, bah, je sensibiliser. vous le mettrai en commentaire du coup de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Ouais. Donc voilà, c'est jamais laisser l'enfant interagir avec le chien sans surveillance. On fait de la prévention, on lui explique qu'il ne faut pas surprendre l'animal, ne pas l'embêter quand il mange ou quand il dort aussi, très important. Et donc vraiment lui expliquer que, bah, la zone de retrait où le chien se met, là, ça veut dire qu'il faut le laisser tranquille. On peut même faire passer OK. ça un petit peu sous forme de jeu, quoi. Dire: «Ah, là il dort, OK, bon, bah, faut pas que j'aille le voir». Et pareil pour l'approche, on met jamais la main au-dessus de la tête du chien.
C'est C'est pas c'est ça? conseillé. Il y Ouais, en a qui diront l'inverse, mais enfin, moi, je OK, sais que, par exemple, à titre personnel, hein, Marvel déteste qu'on lui caresse la tête. Donc, il OK, y a des vidéos que je t'enverrai aussi, que tu pourras proposer, où il y a beaucoup de tests de consentement à la caresse sur YouTube, OK. notamment. Et donc, bah, en fait, déjà, rien qu'au début, on s'approche du chien, on voit comment il réagit. Si, bon, ça va, il nous regarde, il est content, il se dandine un peu, et qu'il n'y a pas forcément de signes, de signaux de communication apparents, bon, ok, on peut potentiellement tendre légèrement la main. S'il vient la chercher, bon, là, ça va. Si par contre le chien, il fait un petit détournement de regard comme ça, ou qu'il présente des yeux de baleine, ou que juste, bah, en fait, on le voit au faciès, hein, s'il a pas envie, ok, bon, bah, je Mmh. fais demi-tour, je passe à autre chose. Je reviens juste, je pense, tout à l'heure, on parlait des chiots. À quel âge il faudrait avoir un chiot? Enfin, à quel âge il faut adopter un chiot? L'âge légal, je crois, il me semble, c'est 2 mois, Oui. mais L'âge qu'en légal, c'est 2 est-il? mois. Mmh. Petit rire nerveux. L'âge légal, c'est 2 mois. Moi, bah, pareil, hein, Marvel, on a été les chercher à 2 mois. Les éleveurs, j'ai envie de dire, je suis désolée, hein, mais c'est un petit peu du business, donc bah oui, ils s'en débarrassent, à 2 mois. Il y a des très bons élevages qui, par contre, respectent, un petit peu plus, le chiot et les besoins du chiot. En fait, on a 2 types de sevrage. Enfin, moi, j'appelle le sevrage maternel, où donc c'est avec le lait maternel, effectivement, ça s'arrête à peu près à 2 mois. Après, on a le sevrage affectif avec la maman. Et il y a des chiots. Et généralement, ça s'arrête entre 2 mois et demi et 3 mois. Ça, c'est individuel aussi. Et donc ça, je pense que Marvel, lui, n'avait pas terminé correctement son sevrage affectif avec sa maman. C'est pour ça que d'ailleurs, au début, c'était très compliqué, même au niveau de sa communication. Et donc, voilà, ça c'est très important. Et c'est pour ça que ça, je fais une petite parenthèse. Renseignez-vous énormément aussi auprès des élevages pour voir bah, déjà comment ça se passe. Si vous arrivez même à suivre de A à Z, il y en a qui le proposent, hein, de suivre de OK. la naissance du chiot jusqu'à l'adoption, jusqu'au départ du chiot. Vous pouvez même faire des visites, aller les voir, vérifier que le chien il est bien familiarisé à beaucoup de choses, bien socialisé, etc. Ça, c'est très, très, très important. Et Mmh. donc voilà, c'est ça que je voulais. Je ferme la parenthèse. OK. OK. Ouais, non, c'est très important et faites attention parce que alors, comme tu le dis, il y a des super élevages, ils font un travail de fou et vraiment, il faut le souligner parce qu'il y a pas que du mauvais aussi, dans le milieu, qui sont investis, qui font, vraiment enfin, qui proposent au chien dès son plus jeune âge et dès la naissance, tout ce qu'il lui faut pour qu'il puisse avoir les bons codes quand il arrive dans la famille. Faites très attention aux coups de cœur, comme tu le disais, Laurine, tout à l'heure, où l'animal, il est juste incroyablement beau, trop chou, on le veut. Mais ça, comme tu dis, c'est des choix à coup de cœur et des choix, c'est sur, ben, sur le moment et en fait, ben, derrière, vous n'avez pas su dans quelles conditions il a grandi, comment était l'état des parents, l'état du lieu dans lequel il a grandi et en fait, à cause de ça, votre animal, il peut avoir des problématiques qui surviennent un petit peu plus tard et en fait, vous allez vous dire: «Mais pourquoi mon chien fait ça?» Mais tout simplement parce que chiot, petit, il a pas eu les bons codes. Donc oui, il y a des super élevages, ils sont top et franchement, bon, c'est dur, hein, ça demande de la recherche, et ça, je l'avoue, ça peut un peu décourager. Mais faites très attention parce qu'il y a des élevages qui sont très peu recommandables et ne prenez pas des chiots de là-bas parce qu'en fait, du coup, ils continuent à faire ce genre de pratiques qui sont franchement, j'ai vu des choses, je pourrais même pas vous dire à quel point c'est horrible. Donc voilà, faites attention. Petite info, si vous voulez adopter, une race en particulier et renseignez-vous bien sur la race aussi. Oui. Et Voilà. ça fait partie des signes, voilà, j'avais pas d'exemple, mais ça fait partie des signes qui pourraient montrer qu'on est prêt, à recevoir, à adopter, à recevoir un animal. C'est d'accepter que, bah, alors, voilà, si ça prend 6 mois, 1 an pour trouver the élevage, qui fait les choses correctement, et ben, on est prêt à attendre. Est-ce qu'il y a des routines à mettre en place avec son animal? Parce que, bon, on a généralement un quotidien qui est plutôt rythmé, le matin, le midi, le soir, avec les repas, généralement aux mêmes heures et les temps off, aux mêmes heures. Est-ce que c'est super important la routine pour l'animal ou est-ce que quand on est un petit peu, de partout dans tous les sens et on n'a pas d'emploi du temps très structuré, est-ce que c'est problématique pour l'animal? Alors moi, je trouve que l'idée de la routine, elle est très, très bien. C'est vraiment une très bonne chose d'instaurer des routines pour que le chien puisse avoir un minimum de prévisibilité sur la journée.
Encore plus d'ailleurs pour les chiens de refuge qui ont eu un lourd passif. En règle générale, c'est des chiens anxieux et pour les chiens anxieux, instaurer une routine, c'est vraiment très, très bien. Ça a un côté très rassurant où il se dit: «OK, bon là, je sais qu'elle s'en va, ça va se passer comme ça, je sais qu'elle revient, on va faire la balade à cette heure-là» et cetera. Après, on va pas parler de notion de temps, mais c'est vraiment ce truc où le chien, il a vraiment sa prévisibilité sur toute la journée. Parce que, bah, lui, il sait pas, hein, qu'il faut qu'on aille au bureau à telle heure, donc voilà, c'est un côté vraiment très rassurant. Les routines, ça peut prendre en compte, donc comme je disais, les balades, les moments de jeu, les repas, les absences. Quand on s'absente, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, on peut prévenir des absences. Donc, je reviens, je vais ici ou là, je vais faire ça. Les chiens arrivent à comprendre. Pourquoi? Parce que, bah, ils arrivent aussi à dissocier le sac de sport et le sac du travail. J'ai même eu un chien qui arrivait à dissocier, à savoir, voilà, quand, ma maîtresse, là, elle va au bureau parce qu'elle a pris ses clés, du bureau. Par contre, quand elle prend les clés du garage, ça veut dire qu'il faut prendre la voiture et qu'on part en balade. Il y en a, ils arrivent à OK, dissocier aussi, à savoir si c'est les baskets, enfin les chaussures de travail, les chaussures, de balade, enfin voilà. Donc ils OK. associent tout et donc le fait de prévenir effectivement, bah, c'est un côté rassurant. Ils se disent: «Bon, bah, OK, bon, voilà, je sais qu'elle part, mais elle va revenir, donc tout va bien». Comment savoir si on a besoin d'un éducateur? Bon, tu as déjà donné, pas mal de conseils, mais si là aujourd'hui, bon, il y a des gros, on va dire, il y a des gros problèmes de comportement qui peuvent alarmer sur ce besoin d'un éducateur ou, mon chien il fait que tirer en laisse, est-ce qu'il faut que je voie un éducateur pour ça? Ou, mon chien il est ultra réactif et peut-être, me diriger vers un éducateur spécialisé en réactivité. Mmh. Mais comment on sait en fait quand est-ce qu'il faut, aller voir un éducateur? Alors, il y a tellement de raisons qui pourraient nous pousser à aller voir un éducateur. Alors moi, je fais un maximum de prévention. L'idéal, ce serait vraiment de faire appel à un professionnel avant même d'avoir le chien, donc en projet d'adoption justement, OK. pour que l'éducateur puisse vraiment accompagner dans toutes les démarches, dans le choix de la race. Est-ce que cette race va être tout à l'heure, j'ai un peu répondu à la question, mais est-ce que plutôt ce chien va être adapté à ce mode de vie? Est-ce que j'ai un mode de vie, qui est en qui était enfin comment? Est-ce que j'ai un En mode de vie qui est adéquation? en accord avec l'adoption d'un chien aussi? Mmh. Parce qu'il y en a, bah, qui ont envie d'adopter des chiens, mais en fait, ils se rendent compte, bah, que ça ne leur convient pas du tout, ce mode de vie, parce que, bah, oui, il faut se lever plus tôt le matin pour aller promener avant de partir au travail. La première chose qu'on fait quand on rentre du travail, on le promène. Faut aller le promener avant d'aller dormir aussi. Enfin voilà. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses et ça, faut les accepter. Donc voilà, c'est vraiment, déjà, ça, c'est la première réflexion. Ensuite, bah, tout simplement, l'éducateur, il sera là aussi pour vous renseigner sur tout ce qu'il y a à savoir quand on s'engage avec un animal et aussi pour l'après, pour prévenir, bah, justement, si le chien commence à développer ce comportement, alors faut faire ça et cetera, on pourra le travailler, enfin voilà. Moi je dis, c'est OK. la ça c'est la phrase, que j'adore, c'est: «Mieux vaut prévenir que guérir». Un classique, Mmh. si on a le moindre doute, en fait, il faut pas hésiter. Si après, par contre, s'il y a un problème qui commence un petit peu à s'installer, le mieux, c'est de ne pas le laisser traîner. Plus on va attendre, plus ça va s'ancrer, plus le comportement va s'ancrer et plus ce sera difficile dans le sens où ça va demander encore OK. plus d'investissement. Voilà, ça, on en avait parlé tout à l'heure, mais Mmh. donc c'est vraiment faire un maximum de prévention et même contacter un éducateur sans qu'il y ait de problème apparent. Ça, c'est une très bonne chose. Chose qu'on fait très peu, voire pas. Oui. Bah, souvent les personnes attendent que le problème soit vraiment bien installé bah, pour faire, pour se dire: «Bon, bah, là, je suis plus capable de gérer, c'est bon, j'ai besoin de quelqu'un, quoi». Et le fait d'un chien qui tire beaucoup en laisse, parce qu'en fait, on en voit beaucoup aussi, des chiens qui tirent en laisse parce qu'ils sont trop heureux d'aller en balade, ils tirent, et donc forcément, c'est un petit peu ce que je vois et ce que j'ai pu faire moi aussi avant de connaître tout ça et connaître les dégâts que ça peut avoir. Mais de mettre des petits coups sur la laisse, doucement, mais de le retirer vers moi, ou vers nous tout simplement, pour lui dire: «Reviens par là» parce que le chien, il est limite en train de s'étouffer à tirer sur son collier ou sur son harnais. Heu, Est-ce qu'il y a un petit tips que tu aurais à nous donner, là-dessus? Parce que je pense qu'on est vraiment beaucoup à avoir, ce Bah, alors souci. ouais. Alors déjà, un chien qui tire en laisse, il y a beaucoup de raisons qui pourraient expliquer pourquoi un chien tire en laisse. Alors des fois, ça peut être OK. juste, parce que, le chien, il est juste pas à l'aise avec son environnement et que du coup, il trace pour aller à sa balade, à sa safe place où là, ça va. On a effectivement le chien qui gère pas du tout, qui est tellement pressé, tellement content d'aller en balade, bah, que, bah, voilà, il va tirer comme un malade. Alors c'est autant désagréable pour lui que pour nous.
Donc bah, l'idée, c'est de proposer encore plus de balades s'il y en a pas assez. Peut-être qu'il y a une accumulation, qu'il y a peut-être pas assez de balades. Après, on peut faire aussi la technique donc de, bah, je m'arrête sans donner de coup de saccade. Je m'arrête, le chien revient, OK, on redémarre. On peut renforcer à la friandise si on a envie, quand le chien se met à côté et on redémarre. Et le mieux pour apprendre ça, au début, on subit un petit peu le chien qui tire en laisse. Mmh. Pour renforcer ça, on peut pas frustrer le chien qui a envie d'aller se balader. C'est-à-dire que pour apprendre ça, on le fait plutôt sur une fin de balade. Alors après, tu vas me dire, bah, en fin de balade, il tire moins. Et du coup, faut Oui. vraiment jauger, essayer de trouver le moment où le chien va arrêter de enfin, il va plutôt être réceptif à: «OK, là, elle s'arrête, beh, je peux pas accéder à ce que j'ai envie. Bon, bah, par contre, si je me mets à côté d'elle, et qu'elle redémarre, là, je peux accéder, mais en douceur». Voilà. Merci beaucoup pour le conseil. Et tous les membres de la famille peuvent participer à cette éducation ou ça doit être une personne qui «s'en charge» entre guillemets et les autres membres de la famille font à peu près les mêmes choses, enfin doivent faire les mêmes choses, mais c'est pas la personne qui prend le lead, sur cette éducation? Tous les membres de la famille peuvent participer à l'éducation du chien. OK, Oui, c'est un grand oui. Ça permet OK. d'impliquer tout le monde dans le travail. Il y a une prise de conscience collective aussi, enfin vraiment c'est et puis ça crée du lien avec tout le monde en fait, tout simplement. Mmh. Et alors, je prends l'exemple même dans de la rééducation comportementale, exemple personnel, Marvel, toque énormément en balade sur les bâtons. Donc moi j'essaie de mettre OK. en place beaucoup de choses. Sauf que les choses sont déconstruites par la suite parce que, bah, j'ai mon papa, mon frère ou mon copain qui vont s'amuser à lancer le bâton. Voilà, donc en fait, bah, c'est juste contre-productif et ça sert à rien. Donc du coup, le OK. fait d'impliquer tout le monde dans la rééducation ou l'éducation, bah, les gens ils disent: «Ah oui, mais là, faut pas faire ça». Ou alors quand, je sais pas, il y a le papa qui va faire quelque chose, la fille elle va dire: «Oui, non, mais on avait dit qu'on ferait pas comme ça, donc OK, on fait pas comme ça». Ouais, c'est important et puis, pour éviter que ça se contredise tout le temps et que le chien soit perdu quoi, Oui, 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 complètement. finalement. Et puis ça crée OK. du lien aussi quoi avec tout le monde. Mmh. Et il y a des jeux ou des exercices qui sont un peu recommandés pour créer ce lien, et le renforcer au quotidien? Alors déjà au-delà des jeux et des exercices, bah, rien que la balade, hein, le fait de faire une balade, ça crée du lien. Une balade sans téléphone, c'est encore mieux parce qu'on a tous tendance à en balade, allez, c'est notre moment où on souffle de notre journée. Du coup, voilà, le chien, il est en liberté, il se promène. Moi, je regarde un petit peu les réseaux, je fais ci, je fais ça, ou je passe mes appels. En fait, on se préoccupe pas du tout du chien et le chien, il le ressent énormément. Donc moi déjà le premier conseil que j'ai à donner sur ça, c'est lâchez votre téléphone, laissez-le à la maison, soyez à l'écoute du chien. Le chien va le ressentir quand on est en balade, enfin voilà quoi, il va nous Mmh. regarder, il y aura beaucoup plus d'échanges de regards. Nous, on arrivera plus facilement à gérer l'environnement. Voilà, si on arrive à une intersection, le chien il sait pas où on va, bah OK, tu veux aller où? On lui propose de choisir. Tu veux aller par là? Pas de souci. Ça rallonge le trajet, mais c'est pas grave. Et ça, rien que ça, rien que de proposer ça, ça crée du lien. Après, alors je vais pas parler de jeux ou d'exercices, je vais plutôt parler d'activités avec son chien. On peut viser des activités comme le main-trailing, la proprioception, le nosework, et en fait, toutes ces activités, elles se concentrent sur l'émotionnel, la prise de OK. décision et la confiance en soi et en fait, c'est vraiment des activités c'est le binôme qui fait cette activité. Donc là, vraiment, c'est un moment trop cool, où le chien, bah, vraiment renforce, les 2 renforcent le lien ensemble, quoi. On peut, peut-être avoir activités qui sont, on peut avoir des activités qui sont plus spécialisées pour certains types de chiens, je suppose parce que bon, un tout petit chien va pas avoir les mêmes besoins en termes d'activité, qu'un gros chien. Est-ce qu'il y a un peu des activités types pour certains types d'animaux, enfin types de chiens? Alors il y a des activités qui sont ouvertes à tous les animaux, pardon, à toutes les races, enfin n'importe, que ce soit un grand chien, un petit chien, donc là, enfin toutes celles que j'ai citées, elles sont adaptées à tout type de chien. Après si on veut parler plutôt de race, bah effectivement, si on a un border collie, un kelpie ou même un alors je vais pas dire le malinois, si on a un border collie ou un kelpie, on peut proposer du troupeau sur ovin, ce que je fais avec Marvel du coup. Si en fait, on peut vraiment, adapter l'activité en fonction de la race du chien.
Ça, OK. c'est totalement possible. Mais sinon, pour des activités un petit peu plus simples, je vais les appeler les activités extrascolaires, on peut rester vraiment sur des trucs du style main-training, proprio, nosework. Je parle pas d'agility, j'en ai fait, mais je trouve que l'agility, c'est une activité qui monte beaucoup plus le chien en éveil et en stress qu'autre chose. Là, les activités que j'ai citées, c'est plutôt des activités où le chien, il va être dans la réflexion et il va apprendre surtout à souffler, à se reposer, enfin, à se détendre. Donc oui, l'agility, ça va être plus pour des chiens qui sont déjà bien dans leur tête, bien dans leur corps et on va pouvoir lui proposer d'autres activités un peu plus stimulantes, mais il faut déjà que la base, elle soit là, quoi. Oui, c'est ça. Non, OK, faut vraiment privilégier les activités qui détendent le chien, quoi. Donc vraiment OK. axé sur de la réflexion. L'éducation, quand on on est très investi dedans, il peut y avoir de la régression. On y va, on est carré, on fait les choses bien et on avance et ça évolue et on a aussi ce lien qui se renforce avec notre animal et là, un jour, on comprend pas pourquoi. Notre animal, il va régresser ou nous, on va plus réussir à avoir le même contact avec lui. Parce qu'on en veut toujours plus, on veut qu'il en fasse plus. C'est quoi les raisons? Pourquoi ça arrive ça au bout d'un moment? Alors dans la rééducation comportementale, en éducation positive, bien évidemment, oui, on peut retrouver de la régression. OK. Alors, parfois, ça peut être dû à un accident. L'erreur ne vient pas forcément de nous, ça peut venir de l'environnement. Par exemple, je travaille mon chien qui est phobique environnement et d'un coup, voilà, alors qu'il avait fait un super progrès, bah, il y a un tracteur qui fait du bruit, paf, le chien, hop, régression. C'est la flippe totale et là, c'est juste plus possible. Donc, généralement, on fait une petite pause dans le travail et puis on reprend une semaine après et ouf, on redémarre, on reprend les distances et le travail. Après, voilà, non, ça remonte assez vite, mais donc voilà, des fois, ça peut être à cause de l'environnement. Des fois, ça peut être une erreur de notre part. Alors les questions qu'il faut se poser, c'est: «Est-ce que j'ai fait attention à mes distances?» Les zones de confort. Est-ce que j'ai pas voulu aller trop vite dans le travail? Si c'est le cas, tranquille, on reprend de la distance, on reprend, tranquillement avec le chien, on fait attention à ce qu'il nous dit. Clairement, si voilà, il est trop en état stress, bon bah OK, on recule encore. Deuxième question, est-ce que, j'ai fait attention à ma posture? Est-ce que je n'étais pas trop frontale au niveau du stimulus, sur lequel on travaille? Est-ce que j'ai fait attention à la tension sur ma longe? Est-ce que j'étais pas justement trop tendue? Parce que moi je prends l'exemple avec Marvel quand, et c'est pour ça que je me suis rendu compte énormément de mes erreurs et ça m'arrive encore de le faire des fois avec mon propre chien, hein. Attention, c'est vraiment pas facile. Quand on sent que le chien en face, il est pas trop OK, qu'on a peur de le croiser, bah et on tient le chien en laisse et qu'on a peur qu'il se déclenche, on va mettre de l'attention. Sauf que les 4 réponses instinctives, je crois que je les citais déjà, au début du podcast. Les 3 réponses instinctives du chien face à de la peur, c'est la fuite, la fige, l'agression. On a le jeu aussi, mais qui est assez complexe. Et en fait, quand le chien il est en laisse, bah, il a pas cette option de fuite. Donc du coup, il fait quoi? Il agresse. Et donc le fait de mettre de la tension OK. sur la longe, bah, c'est ça qui tend encore plus le chien et généralement, c'est pour ça qu'il se déclenche. OK. Voilà, c'est pour ça que je parlais de: «Est-ce que j'ai fait attention à ma posture? Est-ce que la longe était pas trop tendue à ce moment-là?» Si c'est le cas, bon, bah, c'est pas grave, on reprend tranquillement, on reprend les bases. Et la dernière question aussi, qui peut arriver, assez souvent, c'est: est-ce que le travail n'était pas trop long? Des fois, quand on travaille le chien et qu'on a de très Mmh. bons résultats, on se dit: «Oh, trop bien, allez, on y retourne. Allez, on y retourne et encore». Sauf que, bah, à un moment donné, le chien, il reçoit trop d'infos, c'est trop pour lui, donc du coup, il sature et quand le chien sature, bah, OK. c'est là où il peut se déclencher parce que, bah, il y a un trop plein émotionnel et donc pareil, on OK. régresse. Donc faut reprendre encore une fois les bases. Voilà, c'est Mmh. assez complexe, mais il faut vraiment se poser ces questions, c'est très important. Après, donc ça, c'est assez rare, mais je l'ai déjà vu. Il y a de la régression positive, un peu comme, à la salle où avant de, de monter, d'un niveau au niveau des poids et bah, en fait, on bloque, on bloque, on bloque, on dit: «Ah, on n'y arrive pas», on régresse même un petit peu et en fait, c'est avant de passer l'étape où on change de poids, on monte dans le poids. Bah, des fois, dans certains cas, je l'ai déjà vu. Mmh. Voilà, c'est assez OK. rare quand même, hein, mais ça peut arriver aussi. Et laisse ou longe alors? Qu'est-ce qu'il faut utiliser quand on va promener son chien? Alors je suis team longe moi. Après la laisse, elle peut être utile effectivement quand on va chez le vétérinaire et encore. Moi personnellement, j'utilise pour aller chez le vétérinaire quand on fait des petits trucs, vraiment, basiques, simples. Après moi, j'avoue, je mets même pas de laisse ou de longe à mon chien, mais dans certaines situations, je préfère la longe où on offre de la semi-liberté au chien. Justement, on a moins ce problème de je mets de la tension, et voilà, donc moi je suis vraiment team longe. Je fais aussi une petite parenthèse sur, tenir son chien en laisse.
Parce que des fois, c'est comme ça qu'arrivent les drames. Parce que, ben, on pense que notre chien, il est OK tout et que même s'il croise un autre, chien, il va être OK. Faut je sais pas si tu as des choses à dire là-dessus ou des petits conseils parce que on voit beaucoup d'accidents qui arrivent parce que le chien n'a pas été tenu en laisse, parce qu'on pense que le chien, il est OK et qu'il va rien arriver. Mais en fait, on aurait peut-être dû le mettre, en laisse juste le temps de croiser quelqu'un pour éviter ce genre de problème, quoi. Je sais pas si tu as déjà vu ce type de souci et quels conseils tu donnerais, tu vois, pour, si on a l'habitude de pas tenir son chien en laisse, en balade, qu'est-ce qu'il faut faire et à quoi faut faire attention? Bah, en fait, si on veut mettre son chien en longe ou en laisse, hein, c'est valable pour les 2. Déjà, on peut le faire dans un environnement où il y a pas forcément de stimulation et on apprend au chien, voilà, p par anticipation. On sait qu'au loin, il y a quelque chose qui va arriver. Alors au début, on travaille sans rien, hein, et on demande au chien: «Tu viens? Je te remets la laisse». Voilà, comme ça, le chien, à force, donc avec une petite friandise si on a envie, on attache, on attend, allez, 5 secondes et on le détache et en fait, et ça, c'est valable pour le rappel aussi, hein, tout est lié. Si les personnes enfin, si on prend l'habitude d'appeler son chien, de le rattacher pour croiser quelque chose et qu'après on le détache pas, bah, le chien, il va se dire: «Mais en fait, à chaque fois qu'elle m'appelle, c'est pour m'attacher et surtout me laisser en laisse après». Enfin me laisser attacher. Donc du coup, ce qu'il faut au début dans l'apprentissage, c'est vraiment de je t'attache, je préviens, on attend 5 secondes, on détache. Ensuite, on augmente la durée, et ainsi de suite. Après, on commence à travailler avec la distraction. Voilà, là, il y a un vélo qui arrive, tu viens, je te rattache. Moi, Marvel, il vient direct, il présente son dos, je l'attache, on passe l'obstacle, et ensuite, je détache. Voilà, c'est vraiment juste pour OK. sécuriser, en fait. Alors Laurine, est-ce que tu aurais un message, à donner à toutes ces personnes qui rencontrent ces problèmes de comportement chez leurs animaux et qui se sentent, démunies, qui savent plus quoi faire, et qui ont peut-être songé à abandonner leurs animaux ou qui sont, voilà, démunis face à la situation? Oui, sachez qu'on y passe tous. Moi, j'ai juste envie de dire, bah, en fait, vous êtes pas tout seul. Faut pas avoir honte ni peur de faire appel à un professionnel et de se dire: «Bon, bah, c'est bon, là, c'est plus dans je ne gère plus, c'est un échec». Non, faut pas se dire ça. Nous, c'est justement notre métier. On est là, pour vous accompagner. On travaille quand même énormément dans la compréhension. On n'est pas là pour vous juger. Le professionnel, au contraire, il sera compréhensif, il adaptera ses conseils aussi en fonction de vous. Il adaptera ses conseils en fonction de votre chien, mais aussi de vous. Voilà. Donc OK. c'est vraiment, faut pas avoir honte de se dire: «Ah bon, bah, là, c'est plus dans mes cordes, quoi». C'est pas un échec, c'est juste, voilà, c'est nous, notre métier, il a été créé pour ça. Et il faut aussi se dire, comme on disait tout à l'heure, que quand on appelle un éducateur, c'est un travail qu'on va devoir faire nous et notre animal va aussi devoir faire un travail. Donc il faut être motivé, faut vouloir avancer et il faut vouloir aussi, y allouer du temps parce que ça va vous prendre du temps, ça va pas se faire sur un coup de baguette magique. Donc oui, l'éducateur, est là pour vous, mais il faut aussi que vous soyez acteur de ce changement. Donc voilà, c'est important de le ressouligner, je pense. Mmh. Je voulais qu'on revienne, rapidement sur l'éducation positive puisque, c'est peut-être quelque chose que vous vous êtes dit dans votre tête. L'éducation positive, c'est, l'éducation facile où on fait que de donner des croquettes, on donne des récompenses à tout va. Qu'est-ce que Laurine, tu peux nous dire là-dessus sur l'éducation positive et tout ça? Alors l'éducation positive ne se base pas que sur de la croquette, hein. Il y a des éducateurs en positif, et moi je me tourne énormément vers ça, où on va plus, travailler avec justement la gestuelle, la position du corps, les différentes zones, du chien, donc la zone de confort, la zone de vigilance. On fait vraiment attention à la distance, donc non, il n'y a pas forcément besoin de croquettes pour éduquer son chien. C'est vrai que c'est une aide parce que, bah, il y a de la motivation quand le chien prend la friandise, parce qu'il y a des chiens qui ne prennent pas la friandise. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me remets un petit peu en question sur la friandise. Mais voilà, ça c'est vraiment en fait une méthode propre à chaque éducateur. Après encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment de s'adapter à l'animal. Merci. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier petit conseil pratique à donner aux personnes, qui nous écoutent? Alors oui, 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 moi j'ai 4 mots très importants dans l'éducation et la rééducation du chien, que ce soit un chiot ou un chien adulte. C'est patience, compréhension,
observation et écoute. Et en fait, j'en ai un dernier même, c'est le respect du chien. Voilà, c'est l'éducation positive, encore une fois, c'est vraiment adapter le rythme du travail en fonction de l'animal et de son état émotionnel. Ça prend le temps que ça prend. Voilà, c'est comme nous, il y a des moments, quand on veut se désensibiliser à certaines choses, je sais pas, il y a des personnes qui sont agoraphobes, des personnes qui ont très peur des araignées, moi la première. Alors, je ne le désensibilise pas, mais je pourrais. Ce qu'il faut, c'est vraiment adapter le travail en fonction de l'état émotionnel, quoi. Et c'est vraiment le plus important pour moi. Donc voilà. Ok. Et donc surtout aussi mettre en avant la notion de respect. Merci pour ces conseils. Et dernière petite question, comme j'ai l'habitude de le faire, qui aimerais-tu entendre derrière le micro de ce podcast? Alors j'appelle à la barre Annabelle Barata, qui pourrait nous parler de la gestion de la réactivité du chien à travers la proprioception. Voilà, parce que Ok. c'est un peu sa spécialité et je pense que ça pourrait être très intéressant pour beaucoup. Ça pourrait intéresser beaucoup de propriétaires de chiens. Ok. Proprioception qui est, si tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent. Alors c'est une activité qui permet au chien de conscientiser tous ses mouvements, tout son corps, où on apprend vraiment au chien à se poser. Et en fait, il y a un aspect comportemental qui est très intéressant qu'Annabelle pourra vous expliquer. Je suis en train de me former actuellement sur la proprioception et c'est vraiment une activité, c'est une big découverte, quoi, que ce soit Ok. dans l'accompagnement, dans de la rééducation aussi physique. Moi, Marvel, du coup, je le travaille sur ça, mais aussi au niveau du comportement. Et c'est très, très intéressant. Ok. Merci beaucoup pour ce conseil et peut-être qu'on aura Annabelle derrière le micro d'Alopetz bientôt, je l'espère. On est déjà à la fin de cet épisode. Un grand merci Laurine pour tous ces conseils. Merci à toi surtout de m'avoir invité sur ton podcast. Ça m'a fait plaisir de donner des conseils et j'espère que tous les propriétaires de chiens qui doutent appliqueront ces conseils et vraiment, surtout, n'ayez pas peur de contacter un professionnel, quoi. J'espère en tout cas que cet épisode vous aidera à mieux comprendre l'adoption et ce à quoi il faut se préparer avant de se lancer. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors à bientôt sur Allo Pets Podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et le noter sur ta plateforme préférée. Et ensemble, devenons de super pets parents.